pas censé faire l'intro, mais on aura 20 minutes d'intro sur la blockchain en général par Kevin, qui arrive incessamment. Puis 40 minutes sur le protocole Bitcoin, comment Bitcoin fonctionne, la technologie. Pas ce qui est en dehors de la technologie. Bon, c'est pas forcément quelque chose qui est bien... Enfin, il n'y a pas beaucoup de ressources au final sur la technologie Bitcoin. Enfin, il y a tout à fait ce qu'il faut, vu que c'est open source, évidemment, il y a une communauté de développeurs. Mais il y a énormément de bêtises qui sont dites, même dans des conférences données à différents endroits. J'étais souvent à des conférences sur Bitcoin où les gens disent n'importe quoi dessus, ce qui m'a un peu surpris, on va dire. Voilà, du coup, c'est une approche qui n'est pas tellement souvent entendue. Et donc, je vais parler de la technologie Bitcoin. Et après, il y aura une demi-heure pour les questions, si vous en avez, j'en doute pas. C'est un sujet qui apparemment vous intéresse vu que vous êtes nombreux, donc c'est chouette. Vous pourrez retrouver la présentation sur timothée.dev/btc si vous voulez. Parmi vous, là, qui a déjà des bitcoins, a déjà fait des transactions avec des bitcoins? Ok. Pas tant que ça. Enfin, moi aussi. Mais bon. C'est vrai qu'à 42, il y a 2 ans, il paraît que c'était la folie, et que, enfin, ou 3 peut-être, que tout le monde checkait le prix des crypto-monnaies constamment. Et maintenant, il n'y a plus grand monde qui... Tout à fait. Ce soir, nous allons donc parler de blockchain. Moi, c'est Kevin. Ça fait quelques années que je suis là. Et puis, le groupe a été présenté. On va essayer de découvrir la blockchain ce soir. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent, je suppose que oui, la blockchain à peu près? On peut se donner un petit temps éventuellement pour se chauffer, essayer si on peut avoir la boîte, essayer d'avoir un petit peu votre, si vous êtes d'accord bien sûr, vos idées, vos ressentis sur ce que c'est que la blockchain. Est-ce que vous pensez que c'est simple en 2-3 mots? Qui veut essayer de nous dire allez, en 2 secondes. Test. S'il te plaît, ton prénom c'est? César. Pardon? César. César. Ok. Ok. Simplement, la blockchain, c'est un sort d'outil qui permet de réaliser des transactions d'objets, enfin de valeurs de manière décentralisée, sans avoir besoin de faire confiance à une personne tierce. Merci. Ça me paraît assez succinct. Est-ce qu'il y a une personne qui ne connaît pas du tout la blockchain et qui n'a jamais entendu parler de la blockchain ou qui trouve ça compliqué à comprendre, la blockchain? Ok. Est-ce qu'après l'explication, vous avez une idée vous avez compris quelques mots-clés de ce qui a été dit? Bon, on va essayer de résumer. Une des personnes pour donner une définition éventuellement, concise, simple de ce que peut être la blockchain, éventuellement? Non? Oui, ok. Attention à la troisième personne, raté. Vous voulez bien le passer, s'il vous plaît? Merci. Moi, je dirais que la blockchain, c'est un moyen de stocker de la donnée de manière décentralisée pour en assurer l'intégrité. Ok. Merci. Ton prénom, s'il te plaît? Jérémy. Jérémy, ok. Merci Jérémy. Donc, on va retenir l'idée de stockage, l'idée de sécuriser, de décentraliser. Il y a l'idée de confiance qui est également arrivée. Alors, on va essayer de restituer dans le contexte à peu près l'apparition de la blockchain. Nous sommes en 2008, c'est la crise, après la crise financière. Il y a un problème de confiance qui se pose auprès des banques. Et donc, il y a un groupe ou une personne, en tout cas une personne qui est anonyme, ou un groupe de personnes qui est anonyme, qui a l'idée de proposer un moyen de pouvoir envoyer de l'argent, initialement c'était de l'argent, sans passer par des intermédiaires, et de remettre entre les mains des personnes qui sont réellement propriétaires de cet argent-là, les moyens de contrôler cette monnaie, de savoir à qui on envoie, quand on envoie, pour que les questions de confiance qui se posent lorsqu'on désintermédiarise, lorsqu'on donne à des personnes intermédiaires le pouvoir de gérer nos données, de reprendre ce pouvoir-là, pouvoir envoyer des transactions de pair à pair. Donc, je vais essayer de résumer en prenant ces mots-clés: la confiance, décentralisation. On a parlé de stockage également, donc moyen de stockage. Et à vrai dire, c'est assez compliqué en général de présenter en peu de temps la blockchain. Et pourtant, une fois qu'on a fait le tour, on s'est tiré les neurones dans tous les sens, on peut se rendre compte que c'est une technologie relativement simple.
elle est complexe, mais pas compliquée. Et le challenge qu'on s'est donné ce soir, c'est d'essayer de partager avec vous notre point de vue de cette technologie-là, essayer de voir et de faire comprendre pourquoi elle est intéressante pour la société, quelle valeur elle apporte, contrairement au système de données traditionnel décentralisé, et éventuellement quelle réflexion philosophique et sociologique la transformation que ça induit, qu'est-ce que ça pose réellement comme question pour la société, pour nos sociétés. Parce qu'on présente souvent la blockchain, et vous avez certainement entendu ou lu des articles, vous avez entendu beaucoup de personnes parler de la blockchain, on parle de la hype médiatique, tout le monde parle de la blockchain. Et il y a quelque chose qui met beaucoup de personnes d'accord, c'est que c'est une révolution qui est annoncée. Une transformation radicale de la façon dont on échange de l'information, dont on transfère des données, mais plus généralement dont on transfère de la valeur. Et c'est bien cette réflexion sur la valeur que le 42 Blockchain, entre autres, a pris comme parti pour essayer de prendre du recul par rapport à tout ce qui était crypto-monnaie, etc., hype et toutes ces crypto-économies plus généralement, pour essayer de comprendre comment est-ce que philosophiquement, sociologiquement, la blockchain est une technologie intéressante et comment est-ce que techniquement, ça permet de remettre entre nos mains, en tout cas le pouvoir de reconfigurer les rapports et les interactions entre nous. Donc, pour essayer de faire plus concis, une première définition de la blockchain on essaie de débrousser un petit peu. En première partie, on va parler du concept, des concepts autour de la blockchain. Et n'hésitez pas à intervenir à tout moment, les gars, si vous avez les gars et la go, pardon, si vous avez si vous voulez rajouter des choses. Mais l'idée, c'est qu'en première partie, on débrousse un petit peu, et puis en seconde partie, Timothée viendra vous poser les éléments techniques qui nous permettront de rentrer un peu plus dans la compréhension de l'architecture, de cette architecture, de cette technologie. Donc voilà. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions, des remarques, des interventions, peut-être me dire de parler moins vite? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce que j'ai dit jusqu'à présent? Ok. Oui. Est-ce que tu peux le passer, c'est Jérémy, s'il te plaît? Merci. On a parlé de stockage, Oui. stockage où? Donc sur quel moyen de stockage? Ouais. Merci. Merci, je te remercie parce que la question est pertinente et ça nous permet de mettre le pied dans la notion de décentralisation, tout simplement. L'un des intérêts fondateurs de la blockchain, c'est qu'elle est décentralisée. Décentralisée signifie ou implique en tout cas qu'il n'y a pas un endroit où on peut dire que la blockchain se trouve ici. Je simplifie, excusez-moi si ça paraît bête comme définition. Bon, je ne trouve pas de quoi noter. Pardon, si vous avez de quoi noter, les gars. Merci. Alors, plus concrètement, et Timothée va rentrer dans les détails techniques concrètement, il s'agit d'une technologie dite décentralisée parce que ça consiste en un ensemble de nœuds. On ne va pas rentrer dans les détails. Est-ce que vous avez déjà utilisé, je suppose que vous connaissez les réseaux de pair à pair, Bitcoin, etc. L'idée, c'est que lorsqu'on a un protocole de pair à pair, c'est que chacun des participants et chacune des participantes au réseau constitue un nœud. Je te remercie. Il constitue un nœud et chacun va avoir la possibilité, avec son ordinateur, avec sa machine, de posséder la blockchain. En tout cas, une copie de la blockchain intégrale. Si la blockchain est un système décentralisé, elle se différencie d'un système distribué classique. Mais bon, ce sont des détails peut-être plus techniques qu'on pourra voir plus tard avec Timothée, parce qu'il y a des systèmes centralisés, mais qui consistent en une distribution, en distribuant un peu la donnée à peu près partout. Le système de la blockchain est radicalement différent. Et peut-être pour bien rentrer dans la notion, la compréhension de la décentralisation, ce serait bien de voir pourquoi est-ce que c'est intéressant de décentraliser. Et puis derrière, on va essayer de recoller les morceaux pour essayer d'avoir une vision un peu plus globale de tout ceci. Alors il y a plusieurs façons d'envisager la blockchain. Excuse-moi, j'ai oublié de te demander ton prénom. Oui. Pardon? Masaki. Ok. Merci Masaki. On a
plusieurs façons d'envisager la blockchain. Certains ils l'envisagent sous l'angle d'une base de données, une grande base de données qui serait décentralisée, décentralisée dans la mesure où il n'y a pas une entité centrale qui va avoir toute l'information et qui va s'assurer que lorsqu'on va faire un transfert d'informations, donc de valeur, ça peut être de l'argent, ça peut être des droits de propriété, on y reviendra sur la notion de valeur, mais il n'y a pas une personne quelque part qui va centraliser l'information. Et ça, c'est l'angle base de données. Certains le voient comme un grand registre dans lequel on va enregistrer les transactions. Et je pense que c'est un angle qui est l'un des angles qui est les plus faciles, les plus faciles à prendre en main. Si on envisage la blockchain comme un grand registre au sein duquel on enregistre les informations et que chaque personne qui participe au réseau a une copie intégrale du registre, on se rend compte que plus qu'une base de données qui consiste à stocker un grand nombre de données, la blockchain permet vraiment d'enregistrer le flux de toutes les différentes valeurs. L'une des forces qui est souvent présentée de la blockchain, c'est sa grande résistance, sa grande sécurité. Ce qu'elle apporte, une grande sécurité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on enregistre une information sur ce registre-là, il est absolument, c'est faux, il est très difficile, très difficile de réécrire, de modifier, de supprimer l'information. Si on le fait, de toutes les façons, il y aura une trace de la donnée qui aura été faite et il sera toujours possible de savoir ce qui a été fait, quand, en quelle quantité et par qui. Je simplifie, bien sûr. Donc l'idée, c'est qu'on a une grande base de données, un grand registre décentralisé qui permet de faire des échanges de pair à pair en enlevant les intermédiaires. Si on enlève les intermédiaires, on adresse la question de, effectivement, le pouvoir, donc la personne qui détient le pouvoir, mais on réduit aussi les coûts de transaction puisque les intermédiaires classiques, comme un système de banque, c'est l'exemple classique, on le verra aujourd'hui puisqu'on va parler vraiment du protocole Bitcoin qui est la blockchain mère, la première implémentation de la blockchain qui était dans un système de banque. Si on a une banque qui fait l'intermédiaire lorsqu'on fait une transaction entre un émetteur et un récepteur de l'argent, eh bien la banque va sécuriser la donnée, va vérifier, va s'assurer que l'argent nous appartient, qu'on a bien la quantité que l'on veut envoyer, que le destinateur, la personne qui va recevoir les fonds existe bien et bien identifié. Donc, va assurer à la fois l'identification, la sécurisation des données et l'enregistrement effectif de l'envoi. Mais ces services-là sont coûteux, de plus en plus coûteux. Ils prennent du temps. Parce que parfois, il y a plusieurs mécanismes. Lorsqu'on passe d'une région à l'autre, il y a des réglementations qui interviennent et qui font qu'au final, les différents processus qui font intervenir les intermédiaires pour sécuriser nos informations vont demander à être payés, donc vont faire agrandir les coûts. Donc l'un des intérêts de la blockchain, en plus de remettre de façon horizontale les interactions, en plus de décentraliser, donc de ne pas centraliser, en plus de sécuriser, et on verra par quels moyens est-ce que cette sécurité est atteinte, et bien la blockchain, dans ce cas, permet de réduire les frais de transaction. Donc là, j'ai donné peut-être des détails qui pourront être un peu plus articulés au regard de ce que Timothée permettra vous présentera. Mais là où on a un défi face à la blockchain, là où on est face à une révolution majeure, c'est comment est-ce qu'on parvient à envoyer des éléments qui ont de la valeur, qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse de propriété intellectuelle, qu'il s'agisse de droits musicaux, qu'il s'agisse, quel que soit l'élément que vous estimez avoir de la valeur, comment est-ce qu'on arrive, sans passer par quelqu'un, une institution, une personne qui va garantir, qui va sécuriser cette donnée, comment est-ce qu'on arrive à l'envoyer à n'importe quelle personne sur le réseau sans qu'on ait confiance, parce que l'idée de la blockchain, c'est qu'on ait
une infrastructure, un moyen d'envoyer de l'information qui a de la valeur, sans faire confiance de façon aveugle à la personne, donc à l'intermédiaire. Et donc, c'est dans un système, dans un écosystème où la confiance est remise en question radicalement, que la blockchain garantit que l'information qu'on y aura inscrite sera de valeur et ne sera pas modifiée et arrivera bien à la personne qu'on aura identifiée, etc. Donc, l'une des réflexions profondes, c'est vraiment comment est-ce que dans un système où on enlève les intermédiaires, où on enlève les personnes qui garantissent traditionnellement et où tout le monde a accès à l'information, là encore, je mets des guillemets parce qu'il y a plus de complexité quand on regarde en fonction du type de blockchain, je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Comment est-ce que dans un environnement ouvert, public, où chacun a exactement le même pouvoir, ou la même possibilité que n'importe qui. Après, ce n'est pas exactement vrai en fonction du statut qu'on va occuper sur la blockchain. Mais comment est-ce que lorsque chacun est à la même échelle, comment est-ce qu'on garantit que la donnée est vraiment sécurisée, etc. Donc, si on doit vraiment retenir quelque chose pour rentrer dans cette compréhension de la blockchain, c'est vraiment avoir un système qui nous permet d'atteindre un niveau de sécurité super élevé sans avoir un organisme de contrôle qui centralise et en donnant la possibilité à chacune et à chacun de pouvoir vérifier, suivre les flux de valeurs qu'il y a sur la blockchain. Certains présentent la blockchain comme l'Internet des valeurs. Internet, parce que la promesse qu'était Internet lorsqu'Internet est arrivé, n'hésitez pas à me faire signe par rapport à l'heure, je peux déborder, excusez-moi. Ah ben je dois m'arrêter dans 5 minutes. Merci. L'une des promesses d'Internet, c'était de libérer la possibilité, n'importe où dans le monde, d'envoyer de l'information, de libérer la créativité, de collaborer et d'envoyer des fichiers, d'abaisser en tout cas les frictions qui empêchaient de partager le savoir, la connaissance, de partager ce qui rajoutait du supplément à notre humanité. L'une des difficultés qu'Internet présentait jusqu'à présent, c'était précisément d'envoyer des éléments de valeur comme de l'argent. Puisqu'aussi bien si on envoie une photo à n'importe qui, une fois qu'on a envoyé la photo à notre correspondant ou notre correspondante, on a encore une copie de cette valeur-là, de cette photo-là. Et donc, si c'était de l'argent qu'on voulait envoyer, comme on envoie un mail, la question qui se pose, avec Internet, en tout cas, l'une des difficultés, c'est comment est-ce qu'on arrive à envoyer, tout en s'assurant qu'une fois que le mail, la photo, en tout cas le fichier numérique a été envoyé, une fois qu'il a été envoyé, comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas un problème, ce qu'on appelle le problème de double dépense. Timothée en parlera un petit peu plus. Et la blockchain permet d'indexer vraiment cette difficulté-là. Comment est-ce qu'on peut envoyer de l'argent comme si on envoie un mail, sans attendre que notre fournisseur d'accès Internet valide notre destinataire, valide si on a le droit d'envoyer tel mail à telle heure, etc. Donc on a vraiment la possibilité d'envoyer des mails, de l'argent comme si on envoyait un mail avec la blockchain. Et donc voilà, on a avec nous une architecture décentralisée, pair à pair, qui remet les intermédiaires en contact, qui permet d'assurer une intégrité des données, donc qui s'assure que les données écrites ne seront pas modifiées, qui permettent presque en temps réel, enfin en tout cas avec des délais très courts, de suivre l'information une fois qu'elle est inscrite sur le réseau. Parce que l'une des difficultés aussi qu'on a dans les systèmes centralisés, c'est souvent d'attendre que les différents intermédiaires qui sont en charge de s'assurer qu'à chaque étape du processus, l'information est arrivée, est valide, de faire toutes les vérifications. Ça prend du temps et parfois il y a des frictions, etc. qui interviennent, alors que là, de façon quasiment instantanée, encore une fois, ce sont des guillemets, on arrive à avoir un système où chacun et chacune a la possibilité d'envoyer de la valeur, de tracer, on peut suivre à la lettre, à la trace d'un point A à un point B, tout ce qui s'est fait. Et là, on a recours à la cryptographie, qui va permettre de sécuriser la blockchain. On va avoir recours à des consensus, donc des moyens de se mettre d'accord, parce qu'une fois que l'information va être enregistrée sur le réseau, comment est-ce qu'on se met d'accord pour que l'information est valide? Ce sont des questions, autant de questions qui sont adressées et indexées par la blockchain,
et que Timothée nous permettra de voir. Donc voyons le bloc comme un ensemble de transactions, donc comme les pages d'un registre dans lequel on va envoyer, que Jérémy envoyait de l'argent à Manon, et c'était 10 € et c'était à telle heure. On va l'écrire sur une feuille. Cette feuille va être remplie par plusieurs autres transactions du même type. Chacune des feuilles va constituer un registre. Et ce registre-là, si on dit que c'est un bloc, ça va être la blockchain. Ça, c'est un bloc. Et la partie chaîne viendra de la capacité à relier de bloc en bloc toutes les transactions jusqu'à la première transaction qui aura été faite. Et donc, on verra avec Timothée comment est-ce que techniquement, cette partie chaînée-là se fait, comment est-ce qu'on sécurise les choses et comment est-ce que la question de la valeur, en tout cas l'Internet de valeur est rendu possible à travers la blockchain. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra le faire après, c'est ça ou... Voilà. Merci. Merci Kevin. Ok, donc effectivement, moi je vais vous présenter Bitcoin, qui est la première implémentation réussie d'une blockchain. D'ailleurs, ça n'a pas été... Enfin, pour le coup, Bitcoin est arrivé, la pratique est arrivée très vite après la théorie. Voilà. Moi, je ne vais pas vous reparler de l'histoire de Bitcoin. Bitcoin, c'est plein de choses différentes. Bitcoin, c'est à la fois une communauté, c'est une monnaie, c'est une idéologie, on pourrait presque dire une religion, vu ce qu'on a vu ces derniers temps. C'est un produit financier. Bon, ça peut être plein de choses différentes, Bitcoin, mais moi, je vais vous parler du protocole. Un protocole, c'est comme un protocole HTTP, c'est une manière d'envoyer de l'information d'un ordinateur à l'autre. Et si on suit le protocole, on parle. C'est comme un langage. On parle le langage. Si on parle le langage, alors on peut se comprendre et on peut échanger des infos. Donc Bitcoin, c'est en dehors des langages de programmation. Ça peut être implémenté dans n'importe quel langage, vu que c'est un protocole. Je vais vous parler du protocole. Avant de rentrer dans le vif du sujet, par contre, je suis désolé, je vais devoir vous parler un peu de cryptographie. Parce qu'il y a des notions qui sont absolument fondamentales et qu'il faut avoir un peu en tête avant de voir le cœur de la chose. Et notamment ces deux notions que sont les fonctions de hash cryptographiques, par exemple SHA-256 ou MD5. Si certains d'entre vous à 42 ont fait le projet FTSSL, c'est exactement ça qu'on recode. Et le concept de signature digitale. Donc ces histoires de clés privées, clés publiques, je ne vais pas rentrer dans des détails profonds, juste voir la surface, ça devrait suffire. Voilà, c'est des notions très importantes qui sont absolument partout dans les crypto-monnaies et dans Bitcoin en particulier. Donc, une fonction de hash, qu'est-ce que c'est? Une fonction de hash, c'est une fonction qui prend en entrée une entrée de taille variable. Ça peut être n'importe quelle, ça peut être 10 millions d'octets, ça peut être un octet, ça peut être rien. On peut envoyer rien à MD5 et ça va avoir une sortie. Et quelle que soit l'entrée, la sortie va être de taille fixe. Alors là, d'abord, je parle rapidement des fonctions de hash en général. Les fonctions de hash en général, ça peut être aussi idiot que, par exemple, pour une string, on va juste compter le nombre de caractères. Et ça, c'est un hash, parce qu'on va à chaque fois avoir un int, ou un size t, on s'en fout. Et donc, quelle que soit la string, on va pouvoir sortir une information de même taille. Donc voilà. Donc sur ce critère-là, juste compter le nombre de caractères, c'est une fonction de hash. Et effectivement, il y a dans certains usages, on a besoin de fonctions de hash qui ne sont pas forcément très sophistiquées. Voilà. Alors, il y a un petit blabla sur les tableaux associatifs. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une structure de données super utile. Je ne veux pas vraiment m'étendre, parce que c'est plus les fonctions de hash cryptographiques qui nous intéressent. Et pour être cryptographique, en plus de juste avec une entrée de taille variable, elle renvoie une sortie de taille fixe, elle doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Sinon, elle peut pas être utilisée de manière sécurisée. Donc, la première caractéristique... Oula, ça s'affiche bien le rouge? Bon, pas terrible. Donc, les mots, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire collision free. Pas fou. Ça s'affiche mieux sur mon PC, j'ai l'impression. Bon, peu importe. Donc, il y a 3 caractéristiques importantes pour qu'une fonction de hash soit considérée comme sécurisée. La première, c'est qu'il n'y ait pas de collision. Collision, ça veut dire que si on... Enfin, des collisions, ça veut dire qu'avec 2 entrées différentes, on a le même hash, on a la même sortie. Alors là, vous allez vous dire, mais si tu peux avoir une entrée de taille variable et une sortie de taille fixe, nécessairement, tu vas avoir des collisions. Parce qu'effectivement, tu peux avoir 1 gigaoctet en entrée et ça va te sortir 256 bits ou 64 octets. Enfin, peu importe, il y a différents types de fonctions de hash. SHA-256, comme son nom le laisse penser, ça renvoie à 256 bits, quelle que soit l'entrée. Et l'entrée peut être un fichier de plusieurs gigas ou, comme dit, 0 octet, ça marche aussi.
Du coup, forcément, il y a des collisions, parce que l'espace mathématique des nombres de taille variable est bien plus grand que l'espace des nombres de taille 256 bits. Quand on dit il n'y a pas de collision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manière d'en trouver. Si on en trouve une, d'ailleurs, la fonction est plus considérée comme sécurisée et ça commence à être la misère. Mais SHA-256, elle n'a pas encore été cassée, donc c'est toujours sécurisé à ce niveau-là. On n'a jamais trouvé de collision, c'est-à-dire deux entrées différentes qui vont donner la même sortie. Par contre, MD5, si vous avez entendu parler, c'était une des plus utilisées, elle est toujours utile pour certains usages. MD5 est déjà complètement cassé, il ne faut plus l'utiliser de manière si on veut faire des choses sécurisées. Une deuxième caractéristique des fonctions de hash cryptographiques, c'est le fait que ça cache le message initial. Une fois que, vu que le hash est tout petit par rapport à si l'entrée est grande, forcément on a toujours 256 bits, et c'est pas comme un miroir ou comme un truc qui réduit. Vraiment, quand on regarde le hash, il n'y a absolument aucune information sur la donnée en entrée. Ça, c'est une caractéristique fondamentale. Donc, avec le h de x, là, c'est évidemment le hash, c'est le résultat de la fonction hash, c'est un hash, comme son nom l'indique. Donc, avec le hash, c'est impossible de retrouver le message. Et enfin, une troisième caractéristique un petit peu étrange, enfin pas étrange, mais qui est importante pour les crypto-monnaies et Bitcoin en particulier, c'est que ce soit puzzle-friendly. C'est-à-dire que si on a un message particulier et qu'on cherche un message qui est dans un ensemble particulier, ce qui est le cas dans les crypto-monnaies, il n'y a pas de manière de modifier le message initial pour tomber sur un élément de l'ensemble particulier qu'on recherche. Bon, c'est un peu subtil, on verra ça plus précisément plus tard à quoi ça sert. Mais en gros, s'il y avait un moyen d'arriver vers un type de hash spécifique en concaténant des choses à notre message, ça poserait des soucis. Et donc, voilà, c'est une troisième caractéristique nécessaire pour les fonctions de hash cryptographique. Donc, il y a plusieurs fonctions de hash cryptographique. Moi, je ne rentrerai pas dans les détails, ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à aller voir le projet de 42. C'est parfaitement déterministe, tout à fait. Une même donnée donne toujours exactement le même hash, bien sûr. C'est absolument nécessaire que les hashes permettent d'identifier des éléments après, donc évidemment, il faut que ce soit totalement déterministe. Ouais. Alors, c'est vrai et pas vrai. Si c'était 100 fois plus lent, ça marcherait toujours, c'est juste que les mineurs auraient 100 fois moins de boulot, et voilà. Enfin, c'est effectivement important qu'on puisse assez vite le calculer une fois quand même, pour que ce soit... Parce qu'il faut vérifier souvent que les hashes... Souvent, on doit recalculer des hashes, donc effectivement, si on passait notre vie... Mais bon, les mineurs Bitcoin, là, ils calculent des trillions de hashes à la seconde, donc ça va, on est encore assez... on pourrait faire du 1000 fois moins efficace, ça marcherait quand même. Mais oui, effectivement, il faut que ce soit computable dans un temps pas horrible. Voilà pour les fonctions de hash, on pourra en parler plus longuement, mais bon, c'est pas... Oui. Moi, juste, si c'était possible juste de passer une minute de plus sur le puzzle sur le puzzle friendly. Je sais pas qui parle. Ok, pardon. Ouais. Sur puzzle friendly, ouais. J'ai pas compris. Ok. Donc, alors on reverra ça plus tard. C'est en gros pour le minage, c'est la caractéristique qui est utilisée. Donc je ferais peut-être mieux d'en parler au moment où je parlerai du minage. On reviendra dessus. Ça te dérange pas? Ok. Donc on en reparlera très bientôt, plus précisément. Et tu m'insultes si jamais j'oublie. Ok. Donc donc la blockchain, on en a parlé légèrement avant, mais dans le contexte de Bitcoin, la blockchain, c'est quelque chose d'extrêmement précis. Maintenant, évidemment, Bitcoin a inspiré plein d'autres choses, donc maintenant, il y a plein de choses qui s'appellent des blockchains. Donc du coup, c'est un peu comme pour un enfant, maman, c'est un nom propre, et puis un jour, il découvre que les autres enfants ont aussi des mamans, et là, bam! Bon. La blockchain, c'était quelque chose d'extrêmement précis dans le cadre de Bitcoin. C'est une chaîne de blocs, comme son nom l'indique extrêmement bien. Ça tombe bien. Mais bon, maintenant, ça peut avoir un sens plus vaste. Mais dans le contexte de Bitcoin, moi, je verrais ça, c'est une structure de données, la blockchain, et je vois ça un peu comme une liste chaînée, sauf qu'à la place d'avoir des pointeurs vers l'élément suivant, enfin là en l'occurrence, les blocs
vont pointer vers le bloc précédent. Il y a un premier bloc qui existe, qui n'a pas de précédent. C'est le bloc Genesis, pour la genèse. C'est le Big Bang de Bitcoin. Et puis, à partir du premier bloc, tous les blocs ont un bloc précédent. Et la manière de pointer dans la blockchain, c'est pas avec une adresse mémoire, comme vous feriez si vous aviez une liste chaînée en C, c'est avec le hash. Le hash permet d'identifier n'importe quel type de données et on n'est pas capable de reproduire le même hash avec deux données différentes. Donc un hash identifie une donnée. C'est extrêmement important, c'est pour ça qu'on a besoin d'une fonction très sécurisée. Alors ça peut avoir l'air pas tellement sécurisé que 256 bits, etc. Mais il y a une vidéo assez intéressante qui décrit à quel point un nombre aléatoire de 256 bits, à quel point c'est impossible de trouver deux nombres aléatoirement qui sont identiques. Même si on faisait calculer tous les ordinateurs pas juste de la Terre, mais si chaque Terre était remplie d'ordinateurs, chaque galaxie. Bref, il y a une super vidéo que je vous encouragerai à voir, je vous donnerai la référence potentiellement, qui dit à quel point, au final, c'est pas possible de retrouver deux données qui ont le même hash. Et donc, en tout cas, SHA-256, on l'a pas encore cassé, parce qu'il y a évidemment certaines fonctions de hash qui ont été cassées. Mais d'ailleurs, si SHA-256 est cassé, il y a des tonnes de problèmes de sécurité et de cryptographie un peu partout. Mais bon, pour l'instant, c'est plus ou moins considéré comme sécurisé sur le temps qui vient. Du coup, le hash va vraiment identifier une donnée. Et du coup, on peut identifier les différents blocs par leur hash. Donc là, j'ai pris un petit exemple. Alors, c'est les vrais débuts des hashes. C'est un peu plus long, les hashes, vu que 256 bits, ça fait, il faut 16 pour 2 caractères. Bon, c'est de l'hexadécimal. Je ne sais pas exactement combien de caractères j'aurais dû écrire. Il en manque un peu plus que la moitié. Mais en tout cas, là, le bloc 51 de la blockchain Bitcoin, on peut aller vérifier immédiatement sur ce site qui est blockchain.com Explorer. Donc si on rentre 51 là et qu'on dit qu'on veut la blockchain Bitcoin, il va nous sortir le bloc 51. Donc le bloc 51, voilà son hash. C'est le hash des infos qu'il y a à l'intérieur du bloc. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc ça commence par un petit nombre de zéros, 1, C, 5, 1, 1, E, 0, etc. Donc c'est le hash ici. Là, il y a un certain nombre d'infos dans la tête du bloc. J'en parlerai un petit peu plus en détail plus tard. Mais notamment, pour l'instant, il y a le numéro du bloc. C'est une des infos qui est dans le bloc. Le bloc précédent, donc le hash du bloc précédent. Et un certain nombre d'infos qui permettent d'englober les transactions dans notre hash. Et c'est cet ensemble d'infos qu'on va hasher. Quand on passe cet ensemble d'infos dans notre fonction de hash, hop, on tombe sur ce nombre-là. Voilà. Et donc ça va identifier le bloc 51. Et du coup, le bloc 52, effectivement, il va référencer le hash précédent, c'est ce nombre-là. Le bloc 52 lui-même a un hash qui va être référencé dans le bloc 53, etc. Ce qui est intéressant avec ces histoires de hash, c'est que si on change n'importe quelle information dans le bloc 51 par exemple, si on change n'importe quelle info du bloc 51, ça va modifier le hash du bloc 51. C'est une des choses très importantes des fonctions de hash, vu qu'on n'a pas moyen d'avoir deux inputs qui donnent le même output. Donc forcément, si on change l'input, il faut que l'output... c'est la définition des fonctions de hash. En changeant un bit n'importe où dans le bloc, on a un output complètement différent. Du coup, quand on a une chaîne de blocs, comme on a aujourd'hui dans Bitcoin, on est né au... On va regarder, on est au 612 millième... 612 064e, pardon. Donc il y a 612 064 blocs. Si on veut maintenant changer une info qui est dans le bloc 51, nous-mêmes on a notre ordi et on change le bloc 51 et puis on renvoie cette nouvelle blockchain à quelqu'un qui nous demande la blockchain, on lui envoie ce gros bloc d'infos en ayant juste changé un destinataire d'une transaction dans le bloc 51. Du coup, le bloc 51, son hash est plus valide vu qu'on a changé l'info. Donc il faut recalculer le hash. Mais vu qu'il est plus valide ici, il sera plus valide dans le précédent ici. Et comme le précédent, il est input du hash du bloc 52, ça va changer le hash du bloc 52, etc. Et en fait, modifier n'importe quel bit d'information dans toute la blockchain, ça modifie l'ensemble des blocs qui suivent dans la blockchain. Et donc il y a
plus rien qui est valide et ça se détecte très rapidement. Voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques qui fait que la blockchain est... Une fois qu'on écrit quelque chose dans la blockchain, effectivement, ça y reste. Ou alors on a cassé notre blockchain. Mais pour l'instant, elles ne sont pas cassées. Deuxième concept de cryptographie, c'est les signatures digitales. Je vais en parler beaucoup plus succinctement. Juste le concept de signature digitale, c'est... Alors le mot signature nous laisserait penser que c'est comme écrire quelque chose et toujours écrire la même chose. Ce n'est pas vraiment le cas, parce que la signature digitale, elle doit permettre d'identifier une personne. Et donc, effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui peut signer, avec une certaine... Enfin, une signature, c'est une personne. N'importe qui peut vérifier que c'est bien cette personne-là qui a signé. Ça, c'est quelque chose d'important dans la signature. Et la signature est liée à un document. Ça, par contre, c'est ce qui différencie les signatures cryptographiques des signatures papier. Quand on fait une signature papier, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit toujours la même parce qu'on veut la reconnaître visuellement. En digital, si c'était juste une suite de nombres, bah, n'importe qui peut copier la suite de nombres sur un autre document et youpi, on a fait une signature. Si ça marchait comme ça, bah, évidemment, ça ne marcherait pas du tout. Donc là, dans le cadre des signatures cryptographiques, il faut avoir l'input, le document qu'on veut signer comme input, et ça va complètement changer la sortie, la signature. Évidemment, il ne faut pas que la signature soit trouvable par quelqu'un d'autre, sinon bah, ça ne permet pas de nous identifier. Donc une signature, en gros, ça fournit une API qui donne 3 fonctions. La fonction générer des clés, generate keys, on demande la taille, enfin, qui prend comme input la taille des clés, et qui renvoie un couple, une clé secrète, SK, et une clé publique, PK. Alors PK, on peut la partager à n'importe qui, c'est ce qui permet de dire « je suis telle personne ». Et donc PK, on veut la partager au plus de gens possible, a priori. Si cette personne veut vérifier après que quelque chose vient de nous, il a besoin de ce nombre, de cette clé qui s'appelle PK. La deuxième fonction, c'est la fonction signer. Donc, la personne qui a envie de signer quelque chose, elle va utiliser sa clé secrète, qui est le premier input de signe, et un message quelconque. Et ça va renvoyer une signature. Une signature, c'est un ensemble d'octets. Et cette signature, donc, c'est ce qu'on va transmettre aux autres personnes pour dire, on ne transmet évidemment pas notre clé privée, sinon on perd notre identité. Dès que la clé privée est fuite, ben, n'importe qui peut se faire passer pour nous. Du coup, c'est plus une signature. Enfin, bon, ça vaut plus le coup. Il faut juste recommencer, régénérer des clés. Et puis, voilà. Du coup, il faut garder très précieusement sa clé secrète, évidemment. Et la signature ne donne aucune information sur la clé secrète. Sinon, évidemment, ce n'est pas un système qui fonctionnerait non plus. Par contre, quand on a la signature, on peut vérifier a posteriori, avec la fonction verify, avec la clé publique, le message et la signature, que c'est effectivement le cas, que c'est bien cette personne avec cette clé publique qui a bien signé ce message. Et cette signature, c'est bien la preuve que cette personne-là a signé le message. Donc on a besoin de ça, enfin, c'est fondamental pour absolument tout ce qu'on fait sur Internet de toute façon, HTTPS, ou presque... De toute façon, dans l'informatique, aujourd'hui, on a besoin d'identifier le développeur qui a généré le programme, ou plein de choses. Et c'est des systèmes de clés publiques-privées. Donc, par exemple, aussi, à 42, on a le projet RSA pour plus de détails. Et Bitcoin utilise ECDSA. Donc, c'est un truc basé sur des maths assez compliqués. Donc, je ne vais pas tenter une explication. Enfin, je ne maîtrise pas du tout le sujet non plus. Donc, si jamais vous avez les références... Alors, maintenant, on va s'intéresser un peu plus au réseau de Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est avant tout un réseau peer-to-peer. Un réseau, c'est des différents ordinateurs connectés. Et alors, peer-to-peer, c'est-à-dire que n'importe qui peut rejoindre le réseau. Non, c'est pas vraiment ce que peer-to-peer veut dire. Mais bon, en tout cas, n'importe qui peut rejoindre le réseau Bitcoin, à condition de parler le protocole, évidemment. Et le but de Bitcoin, c'est de créer une monnaie. C'était vraiment décrit comme ça au début. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent se faire avec Bitcoin. Il y a plein de choses autres que des monnaies qui peuvent se faire sur d'autres blockchains. Mais bon, l'idée initiale, c'était de créer une monnaie. Donc, il faut garder quand même en tête que c'est ça l'objectif. Initialement, personne n'a d'argent. Donc, il n'y a rien. Au début de Bitcoin, il y a un premier bloc qui est le bloc Genesis. Le bloc Genesis, il mine 100... donc,
à la base, il n'y a rien, mais la manière de créer des, de la monnaie, des bitcoins, c'est de les miner. Les miner, dès qu'il y a un bloc qui est généré, ça va générer des bitcoins. Donc le premier bloc, le bloc Genesis, on peut le retrouver sur blockchain.com sans souci. Il crée 50 bitcoins. Donc à l'issue de ce premier acte, il y a une adresse, l'adresse du mineur qui a miné ce bloc-là, qui a reçu 50 bitcoins. Il n'y a personne d'autre qui a des bitcoins. Et si on regarde, pardon, je ne voulais pas vous montrer un gros nombre, ce n'était pas l'idée. Ce qui est intéressant, c'est que cette adresse a toujours ses 50 bitcoins aujourd'hui. Non, elle en a plus, parce qu'évidemment, plein de gens ont envoyé de l'argent au bloc à l'adresse initiale pour rigoler. Mais il n'a jamais dépensé. On peut regarder les transactions qui ont été faites et il n'y a aucune sortie. Donc les 50 bitcoins qui ont été minés initialement, ils sont toujours là où ils étaient. Oui, une question là-bas. Oui, juste pour l'anecdote, en fait, je crois qu'ils ne sont pas dépensables. Il me semble, j'ai Oui. oublié les détails, mais je crois qu'il y a un bug. Satoshi Nakamoto a raté quelque chose et en fait, cette adresse n'est pas dépensable. Ok. Mais je crois que c'est plus le cas du bloc 1. Oui, effectivement, le bloc Genesis, c'est peut-être un cas particulier qui fait que... Effectivement, il y avait plein de bugs dans l'implémentation initiale de Bitcoin. Et, ok. Mais bon, on peut reprendre la même chose pour le bloc 1. Il ne les a pas dépensés non plus. Je crois il s'est estimé, je crois qu'il a quelque chose comme 800 000 bitcoins. Bon. Je crois qu'il n'a jamais rien dépensé. Voilà, il n'a jamais rien dépensé. Du coup, on peut voir dans la blockchain quels bitcoins n'ont jamais bougé par rapport au moment où ils ont été créés. Mais peu importe, on ne va pas rester sur l'argent, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, initialement, il n'y a pas de bitcoin, personne n'a de bitcoin. Par contre, n'importe qui peut créer des adresses. Une adresse, c'est un couple clé privée et clé publique. Et en gros, l'adresse, ce n'est pas la clé publique elle-même, mais à partir de la clé publique, on peut générer des adresses. Bon, peu importe des détails techniques, juste pensez ce qu'on a vu avant dans les signatures. Là, on génère des clés publiques, ça, on peut les partager aux autres. On partage nos adresses. Ça permet de dire, si tu veux m'envoyer des bitcoins, tu peux les envoyer à cette adresse. Et c'est que la personne qui a la clé privée qui peut les dépenser. Et personne, évidemment, peut retomber sur les mêmes couples clés publiques, clés privées. Sinon, oui. C'est un sujet passionnant qui dépasse le cadre de ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'histoire d'argent à la base. Enfin, il n'y a pas de... Bon, le fait que les gens en veuillent fait qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour les avoir, les bitcoins. Et pourquoi des gens seraient prêts à payer pour des bitcoins ? C'est justement cette idée que ça résout le problème de comment transférer de la valeur d'un endroit à l'autre et que personne peut générer... Le problème des banques et des euros, c'est que la Banque centrale peut décider d'imprimer des euros autant qu'elle veut, ce qu'elle fait allègrement. Enfin, là, c'est la banque américaine. C'était la critique initiale des gens qui ont créé Bitcoin, c'était de dire, avec Bitcoin, au moins, tu es sûr qu'il y aura tant de Bitcoins qui seront générés, jamais plus, et personne ne peut tricher et générer des trucs. Voilà, c'est l'idée initiale qui apparemment a très bien marché vu qu'on en parle encore aujourd'hui. Et que même si au début c'était un truc, des anarchistes complètement loufoques et éloignés de la réalité dans la tête de la plupart des gens, mais au final leur système a quand même donné quelque chose qui aujourd'hui semble avoir de l'attraction et va continuer à exister. Bon, mais je vais pas enfin, c'est un sujet intéressant. C'est clair que c'est un sujet intéressant, mais on va rester sur la techno. Du coup, c'est que des transactions qui peuvent modifier l'état. L'état de la blockchain, c'est telle adresse a tant de bitcoin, telle adresse a tant de bitcoin. Ça, c'est l'état des choses. C'est l'ensemble des adresses qui ont tant de bitcoin dépensables. La seule manière de changer cet état-là, enfin, il y en a deux, à vrai dire. La première manière, on l'a vu, c'est miner. On verra un peu plus le minage en détail plus tard, si j'ai le temps. La deuxième manière, c'est de faire une transaction. Donc, quand on mine nos bitcoins, on peut les envoyer à quelqu'un d'autre. Et après, cette personne qui les reçoit peut les renvoyer. Alors les bitcoins, on parle tout le temps de bitcoin, mais en vrai, l'unité, c'est le 100 millionième de bitcoin, qu'on a appelé un satoshi, en l'honneur du créateur Satoshi Nakamoto. Bon, ça aurait pu avoir n'importe quel nom, mais en tout cas, c'est le 100 millionième l'unité. Donc on peut envoyer un 100 millionième de bitcoin, on ne peut pas envoyer un nombre inférieur. Voilà. Et du coup, le premier mineur qui a trouvé 50 bitcoins, il peut envoyer 50 fois
fois 100 millions, pardon, 50 fois 100 millions, ça fait faire 5 milliards. Il peut envoyer 5 milliards de transactions si ça l'amuse. Bon, du coup, maintenant, il y a, je crois, quelque chose comme 40 millions d'utilisateurs d'adresses actives qui ont des bitcoins encore. Je crois que c'est quelque chose comme ça, donc ça a quand même beaucoup grandi. Même si au début, voilà. Au début, il n'y a rien. Et donc, la seule manière de modifier l'état du monde, c'est ces transactions. Les transactions, elles vont être... c'est pas chaque fois qu'il y a une transaction, l'état change, c'est les transactions, elles sont collectées dans des blocs. Et c'est quand un bloc est validé et partagé dans le réseau que les transactions s'effectuent et que l'état change officiellement. Alors, n'importe qui peut rejoindre le réseau Bitcoin, comme je vous disais. Mais aujourd'hui, si on veut miner, si on veut participer à ce travail de trouver des nouveaux blocs, il faut télécharger l'intégralité de la blockchain. Et aujourd'hui, c'est 250 gigas. Et ça demande évidemment une mémoire vive assez sévère. Et de toute façon, aujourd'hui, on est en concurrence. Enfin, c'est impossible aujourd'hui de miner avec son petit ordi. La probabilité est vraiment extrêmement faible. Mais on peut télécharger toute la blockchain. Ça peut servir à vérifier que tout est en ordre nous-mêmes. Bon. N'importe qui peut participer, mais bon, il y a un coût à l'entrée aujourd'hui. Par contre, créer des adresses, ça, on peut le faire même en jetant un dé. Si vous jetez un dé le bon nombre de fois, en gros, vu que clé publique, clé privée, c'est juste des nombres aléatoires, il faut... Oui, une question. Si je peux me permettre juste, par rapport à ce que tu viens de dire, il y a un coût à l'entrée Oui. si on veut miner, Oui. c'est vrai. En revanche, si on veut télécharger justement et vérifier les transactions, ça fait partie du truc. Et là, le coût à l'entrée est quand même assez faible. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour pas qu'il y ait de participer- confusion, Ouais. on n'est pas obligé de miner, je veux dire, pour être un nœud sur le réseau. C'est juste ça que... Oui, enfin, pour moi, pas qu'il y ait de- j'ai envie d'appeler ça un vrai nœud, les mineurs. Et puis après, il y a les nœuds partiels. C'est les nœuds complets, nœuds partiels. Bon, Ok, vaut mieux qu'on en parle après alors, parce que sinon ça va complètement pas... Ok, Sinon t'as plus de je présentation. veux bien prendre ta terminologie s'il faut, mais il y a pas... Effectivement, n'importe qui peut envoyer... Pour envoyer des transactions, pour envoyer des bitcoins ou recevoir des bitcoins, il n'y a pas besoin de connaître tout l'état de la blockchain, il n'y a pas besoin de télécharger l'intégralité, il y a juste besoin de certaines infos. Et il y a des petits clients, enfin, il y a plusieurs degrés. Il y a celui qui vérifie rien du tout, il y a le client qui vérifie à moitié, il y a le client qui vérifie l'intégralité de la blockchain. Bon, effectivement, on peut voir... il y a différents niveaux d'implication, on va dire, dans le système avant de s'y intéresser, mais on n'a pas besoin de s'y impliquer beaucoup pour l'utiliser. Alors, le problème principal de la blockchain, et ce qui fait que la blockchain de Bitcoin est intéressante et révolutionnaire, enfin différente de ce qui existait avant, c'est cette histoire de consensus. Le consensus, ça veut dire, par exemple, si vous êtes à plusieurs à modifier un fichier Google, un Google Doc, en même temps, Google doit choisir l'état effectif du fichier. Mais Google, bon, c'est l'intermédiaire qui est centralisé. C'est lui qui décide, alors il y a lui qui a fait cette modif, lui qui a fait cette modif, mais lui, il ne répondait pas à ce moment-là, donc sa modif, elle disparaît, et puis j'en parle plus. Et donc tout le monde fait confiance à... Enfin, c'est pas confiance, il y a un logiciel qui est l'autorité centrale sur quel est l'état du document. Et pareil pour les banques, l'état des comptes en banque, c'est la banque qui décide. Quand on veut savoir combien telle personne a d'argent sur son compte en banque, c'est la banque qui dit, et c'est comme ça. Après, les banques sont surveillées, je ne connais pas les détails, mais en gros, il y a une autorité centrale. Quand il n'y a pas d'autorité centrale, comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord sur quelles transactions sont dans des blocs, quels blocs sont acceptés, qui a envoyé quoi à qui? Ça a l'air pas si évident, et c'est effectivement un problème en informatique qui a été très complexe. Le problème du consensus, qui n'est toujours pas résolu dans plein d'applications. Et il y a des résultats d'impossibilité cette histoire des généraux byzantins. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas important, je ne maîtrise pas assez. Mais en gros, vu que les nœuds ne partagent pas l'information immédiatement entre elles, les nœuds ne sont pas toujours connectés. On peut même imaginer qu'il y a deux réseaux Bitcoin en même temps, séparés. S'il y a une tempête électromagnétique qui coupe les États-Unis du reste du monde, il y aurait deux réseaux Bitcoin. Et ce genre de choses. Et comment on fait pour que tout le monde soit d'accord sur l'état actuel des transactions de Bitcoin? Alors, l'algorithme de consensus un peu simplifié et qui n'est pas vraiment ce que Bitcoin fait, mais globalement, pour atteindre un consensus, l'idée,
c'est qu'on transmet les transactions quand on fait partie du réseau. Donc, on télécharge toute la blockchain, on écoute le réseau Bitcoin avec le protocole Bitcoin. Dès qu'on reçoit un message qui correspond au protocole Bitcoin, on l'écoute. Si le message c'est une transaction, on dit ah ok, je vais transmettre cette nouvelle transaction que je ne connaissais pas à tous les nœuds autour de moi. Alors je vais d'abord vérifier que la transaction est valide. Parce que si elle vient d'un compte qui n'a pas de Bitcoin et qu'elle dépense 10 Bitcoin, de toute façon elle ne sera pas acceptée. Mais bon, ouais. Je ne vais pas transmettre une transaction invalide. Donc les nœuds comme ça partagent les transactions dès qu'ils les reçoivent. Quand on reçoit des transactions, on les met dans un bloc, si elles sont valides. Et ensuite, l'idée, c'est de choisir aléatoirement qui va créer le prochain bloc. Ça, c'est l'idée. Si on arrive à faire ça, si on arrive à avoir aléatoirement un des membres du réseau qui crée le prochain bloc, on est content parce que c'est décentralisé. Parce que il n'y a pas d'autorité centrale qui peut dire ce sera lui qui fera le prochain bloc. Et on verra que ce n'est pas vraiment aléatoire, mais dans l'idée, l'algorithme, c'est de générer aléatoirement le prochain producteur du bloc. Alors ensuite, les autres règles. Donc les autres nœuds n'acceptent un bloc que si toutes les transactions sont valides dedans. Oui, effectivement, ce serait idiot de commencer à mettre des fausses infos dedans. Et pour montrer qu'on accepte un bloc, en fait, si jamais on est le prochain bloc, c'est nous, on va pointer vers cet ancien bloc. Donc ça, c'est la preuve qu'on accepte ce bloc comme étant valide. C'est quand on construit dessus. Alors le problème, c'est comment on fait pour régler la double dépense. La double dépense, c'est, mettons, j'ai un Bitcoin, autant que ça valait rien, ou ça valait $10. Et si je suis connecté à deux membres du réseau, je suis A, et je suis connecté à B et à C, et je dis, je t'envoie mon Bitcoin. Je dis ça à un des deux nœuds du réseau. Alors, pardon, là, c'est pas vraiment... le B et C, c'est les destinataires des Bitcoins. C'est pas forcément les nœuds auxquels je suis connecté. Mais bon, peu importe, je suis connecté à deux nœuds. Au premier nœud, je vais lui dire, j'envoie mon Bitcoin à B. Au deuxième nœud, je vais dire, j'envoie mon Bitcoin à C. Et je leur renvoie les deux infos exactement en même temps. Donc, il y a deux nœuds dans le réseau qui vont chacun recevoir une transaction. Elles sont toutes les deux valides. Toutes ces deux transactions, effectivement, j'ai un Bitcoin, donc je peux le dépenser. Donc, le nœud à gauche, le nœud au-dessus, là, il va dire, oui, ok, c'est pour B, parfait. J'inscris ça dans ma transaction et j'essaye de trouver un bloc qui va avoir ça. Et l'autre nœud, il va dire, t'envoies ton Bitcoin à C, ok, c'est une transaction valide, parfait. Je l'inscris dans mon bloc, si je crée un bloc, je le mettrai dedans. Et du coup, là, c'est embêtant, parce que si la personne a reçu son Bitcoin et nous paye un service, nous donne le service qu'on vient de lui payer en échange immédiatement, par exemple, si c'était une machine à café, je pourrais avoir deux cafés. Si l'envoyait immédiatement le café, ce serait ça marcherait pas. Et donc, c'est le problème principal que Bitcoin a dû résoudre, que Bitcoin résout et qui a permis une monnaie décentralisée, c'est le fait d'avoir esquivé ce problème-là de comment on empêche une personne de dépenser deux fois son argent. Donc, dans un truc centralisé, c'est facile. Quand je dis à ma banque, envoie 1000 € à telle personne et 1000 € à telle autre personne, et j'ai que 1000 € sur mon compte, la banque, elle reçoit la première requête, elle fait OK, et la deuxième, elle fait tu te fous de moi. Et c'est facile. Mais là, on est dans un réseau décentralisé, il y a plusieurs acteurs, ils sont différents, c'est moins facile. Donc en gros, on peut se retrouver avec des états, on se retrouve constamment avec des états incompatibles. Non, c'est pas constamment, c'est quand on essaye de faire une double dépense, on génère un état incompatible, c'est-à-dire des nœuds différents du réseau qui n'ont pas les mêmes infos. Donc là, il n'y a pas de consensus tout de suite, mais bon, on n'a pas encore validé de bloc, donc il y a deux nœuds qui ont des infos différentes sur les transactions à inclure, mais pour l'instant, on n'a pas validé de bloc. Donc en vrai, l'état n'a pas changé, c'est juste qu'il y a des transactions incompatibles en attente. Et s'il s'avère que les deux nœuds, chacun trouve un bloc en même temps, ou à peu près en même temps, parce qu'il y a quand même quelques secondes de latence sur Internet pour partager les infos entre plusieurs nœuds. Si les deux blocs trouvent un bloc en même temps, les deux nœuds auxquels on a envoyé les transactions trouvent un bloc chacun en même temps, alors là, il y a une incompatibilité parce qu'on a deux blockchains, une qui dit t'envoies ton argent à B et l'autre qui dit t'envoies ton argent à C. Et on appelle cette situation un fork. Plus précisément, non, on dit plutôt que la blockchain a fork quand il y a
quand il y a une incompatibilité entre les différentes entre les différentes possibilités et qui se maintient. Si c'est juste une fois comme ça arrive tout le temps, c'est pas vraiment un fork. C'est juste on peut pas faire confiance immédiatement au paiement, que le paiement n'a pas été aussi envoyé à un autre nœud en même temps. Mais bon, l'idée, la solution de Bitcoin, c'est de rendre la création d'un bloc très coûteuse. Et en moyenne, on arrive à créer un bloc. En moyenne, les mineurs minent. C'est l'objectif. Le code est généré pour qu'en moyenne, on génère un bloc toutes les 10 minutes. Et en rendant le calcul d'un bloc très difficile. Donc c'est le concept de proof of work. Il faut réussir à montrer qu'on a beaucoup travaillé, preuve de travail, pour générer un nouveau bloc qu'on va partager aux autres. Alors, la chose importante à retenir, donc en moyenne, il y a un bloc toutes les 10 minutes, et c'est celui qui travaille le plus, en gros, qui a le plus de chances de le trouver, mais on ne peut pas vraiment savoir qui va le trouver, évidemment. Et donc, c'est assez peu probable que 2 personnes trouvent le bloc exactement en même temps, et que le premier bloc trouvé ne soit pas accepté par la majorité des gens s'il contient que des transactions valides. Après, c'est évidemment possible qu'on puisse dire, qu'un nœud dise « Ah mais ce bloc-là, j'ai pas envie de le prendre parce qu'il envoie de l'argent à Edward Snowden, moi j'ai pas envie. » On peut imaginer qu'un mineur décide de ne pas miner certaines transactions ou refuse certains blocs qui comprend certaines transactions qu'il n'apprécie pas. Bon, déjà, Edward Snowden, évidemment, il peut faire des clés totalement anonymes, mais bon, peu importe. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qui empêche des mineurs de pas accepter Qu'est-ce qui empêche les mineurs de ne pas générer un autre bloc, une autre histoire de la blockchain et d'autres transactions? En fait, ce qui les empêche, c'est juste l'argent. Il y a des incentives financières. Vu que la règle, c'est la blockchain la plus longue l'emporte, donc la plupart des mineurs vont accepter le nouveau bloc s'il est valide et le rajouter à la blockchain et essayer de travailler à créer si maintenant c'est le bloc 620 000 par exemple, le premier mineur qui va recevoir un bloc 620 001 va travailler sur le bloc 620 002. Et celui qui va attaquer le réseau en disant « je refuse cette transaction », il va retravailler sur une version alternative du 620 001. Sauf que tous les autres nœuds du réseau ont déjà un 620 000 unième bloc. Du coup, ils ne vont pas accepter le nouveau 620 001. Donc l'attaquant doit miner 2 blocs, histoire de rattraper les autres. Et c'est ça qui fait que vu que miner, ça coûte énormément ça coûte de l'argent, ça coûte énormément d'énergie, et vu que tant que la puissance de calcul est assez bien distribuée, tant qu'en gros, il n'y a pas un mineur qui a plus de 50%, ça marche, pour l'instant, ça marche nickel. Après, c'est imaginable qu'un mineur détienne plus que 50% de la puissance de calcul un jour, et ça, ce sera ennuyeux, mais pour l'instant, ça ne va pas poser souci. Donc ce qui empêche les mineurs de refuser des blocs, c'est juste, ils minent pour rien, ils perdent de l'argent. C'est une question qui mérite une conférence entière sur pourquoi ça marche, mais bon. En tout cas, c'est quand même ça le résultat. Alors juste rapidement, je vais parler encore 5 minutes, je ne sais pas si... J'ai encore beaucoup. Je vais juste parler rapidement du minage, c'est assez intéressant, et après on passera aux questions. Donc en gros, quand on mine, l'idée c'est de créer un hash de notre bloc. On hash qu'un certain nombre d'infos qui sont décrites ici. C'est le header du bloc. Alors dans un bloc, il y a le header et il y a des transactions. Et dans le header, il y a le hash du bloc précédent et pas mal d'infos du type le numéro du bloc, la version de Bitcoin qui est en cours, peu importe. Et il y a le timestamp. Donc on dit il est telle heure, tel jour. Il y a une nonce. Une nonce, c'est un nombre aléatoire qui permet, c'est ce que le mineur va utiliser pour trouver le résultat, pour calculer son bloc. On verra juste après. Et enfin, dans le header, il y a la racine de l'arbre de Merkle des transactions. Alors c'est un peu technique, j'ai malheureusement pas le temps, c'est hyper intéressant, c'est une structure de données hyper intéressante. C'est en gros, on a toutes les transactions en bas, elles sont représentées par un arbre binaire, et à chaque fois, on va hasher 2 à 2 des transactions, et on va combiner plein de hashes, et à la fin, on a un hash qui représente tout l'arbre binaire, et avec ce hash-là, si n'importe quelle information de n'importe quelle transaction était changée, le hash au top changerait. Donc, le hash englobe toutes les transactions.
Voilà, donc ça, on a juste le hash de la racine de l'arbre de Merkle dans le header. Comme ça, on n'a pas besoin de tout hacher, parce que ça prendra plus de temps. Bon, c'est un détail, enfin, c'est une structure de données intéressante, mais je ne vais pas m'appesantir dessus, je vais juste vous parler de l'algo de minage. Donc, trouver un bloc, c'est difficile, à dessein. L'objectif, c'est que trouver un bloc soit difficile, c'est ce que le protocole de Bitcoin veut faire. Par contre, c'est difficile, mais c'est pas complexe. C'est même très simple, vu que c'est vraiment juste cet algo-là. Enfin, il y a évidemment quelques détails qui sont un peu différents. C'est moi qui l'ai réécrit. Je ne l'ai pas pompé du code source, mais bon, il y a quelques détails qui font que c'est pas juste ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Si on prend un nombre qu'on appelle l'annonce, on le met à 0 au début, on dit, si je concatène mon bloc actuel et m'annonce, qui au début c'est juste 0, si je concatène ces deux infos et que je calcule le SHA, est-ce que ce SHA, enfin bon là j'ai mis un truc, parce que vu que c'est 256 bits, ça rentre pas dans un int, il y a 4 int, bon donc c'est un long integer, enfin, c'est même plus qu'un long, bon peu importe, faut visualiser, c'est juste un gros nombre, notre hash, et est-ce que ce nombre est inférieur à notre target? La target, c'est l'objectif, c'est un nombre que tout le monde partage dans le réseau. Et plus la target est petite, plus c'est difficile de miner un bloc parce qu'il faut trouver un nombre inférieur à la target. Du coup, cet algo, il va tester, quand on met l'annonce à 1, est-ce que le hash de mon header actuel concaténé à ma annonce est inférieur à ma target? A priori, non, parce que c'est peu probable, vu que le target, c'est un petit nombre. Par exemple, si vous avez un nombre entre 1 et 100 000 et vous cherchez un nombre inférieur à 100, et que vous tirez au pif un nombre entre 1 et 100 000, bah, ça ne va pas être évident. C'est exactement ça qu'on fait. Et vu que ça ne marche pas du premier coup, bah, on va itérer notre nonce, puis on continue à faire ça tant qu'on ne trouve pas. C'est juste ça qu'un mineur fait. Bon, il le fait avec des trillions de hash, et au bout d'un moment, l'annonce, elle est pleine. Et donc, alors, dans le header du bloc, il y a le timestamp. Le timestamp, il change toutes les secondes. Donc, il y a des infos. Donc, de temps en temps, le STR du bloc header, là, il doit changer aussi. Hein. Du coup, il y a quelques infos qui doivent changer de temps en temps. Moi, d'ailleurs, le timestamp, c'est pas grave s'il n'est pas exactement égal, mais bon. Peu importe. Il y a quelques détails qui changent, mais dans l'esprit, c'est vraiment juste ça, l'algo de minage. Donc, quand on entend dans les médias, oui, les mineurs calculent des équations hyper compliquées. Non, c'est n'importe quoi. C'est un truc complètement idiot. Ça calcule juste. Je prends un nombre aléatoire. Est-ce qu'il est... Enfin, c'est pas vraiment aléatoire, c'est un hash. Donc, c'est déterministe, mais on peut pas prédire. Donc, c'est comme si c'était aléatoire. Et est-ce que ce nombre aléatoire est inférieur à mon objectif? OK. Et c'est là qu'on rejoint la propriété puzzle friendly du SHA-256. Puzzle friendly, ça veut dire qu'il n'y a pas de manière, sachant une première partie du message, on n'a pas de manière de trouver une deuxième partie du message qui va faire que le résultat du hash soit dans un ensemble. L'ensemble, c'est les nombres inférieurs à la target, là. Et c'est juste ça que dit la propriété puzzle friendly. Parce qu'on peut trouver des fonctions de hash, on peut imaginer qu'en concaténant un certain truc spécifique, on va pouvoir tomber sur des nombres spécifiques à la sortie. Mais il ne faut pas que ce soit le cas, sinon le minage, ça ne marche plus. OK. Donc là, en gros, miner, c'est comme tenter de jouer au loto. Chaque fois qu'on calcule cet algorithme, on tire un ticket de loto. Puis ça marche presque jamais. Si ça marchait tout de suite, ben, ah bon. Vu que maintenant, il y a 12 bitcoins, 12,5 bitcoins en récompense, si on arrive à trouver le résultat là, il faut que ce soit difficile. Et donc ça l'est. Et pour s'assurer que les blocs arrivent toutes les 10 minutes, tous les 2016 blocs, ce qui correspond à 2 semaines si les blocs arrivent effectivement toutes les 10 minutes, toutes les 2 semaines, on recalcule la target, qui est juste un nombre, c'est juste un float, enfin un double. Et comme ça peut aller entre un très grand nombre. Enfin bon, on peut voir ça aussi comme juste un nombre. Enfin peu importe, c'est juste 64 bits. Et du coup, il faut un nombre plus petit que ce nombre calculé de 64 bits. Et effectivement, du coup, il faut que ce soit inférieur à un certain nombre. Du coup, ça veut dire quoi, inférieur à un certain nombre? C'est-à-dire que le hash, il commence toujours par des zéros. Donc effectivement, quand on voit les hash des blocs, il y a toujours pas mal de zéros. Alors là, ça n'a pas l'air tellement beaucoup, mais n'empêche qu'avoir au hasard
Ça, c'est de l'hexadécimal. Donc, niveau chaque chaque digit là, ça va être 8 bits, 16 bits, 16 bits, 16 bits. Bah non, pas 16, 4 bits. Chaque digit ici, c'est 4 bits. Donc, il faut ça fois 4 de bits à 0. Et c'est une chance sur plusieurs trillions ou plusieurs trillions de trillions. Je ne sais pas exactement, mais vu que on peut trouver rapidement l'information sur Internet, combien de hash sont calculés chaque seconde. Il y en a beaucoup. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que ouais, j'avais presque fini en vrai. Je ne sais pas si on passe aux questions ou... Bon, juste le concept rapide, c'est le mineur, il peut inclure... Pourquoi il mine? Parce que il peut inclure une transaction qui lui donne de l'argent. C'est comme ça que les bitcoins sont générés. Voilà. Et en plus de ça, il récupère des frais de transaction. C'est intéressant aussi. Les frais de transaction ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire quand on envoie de l'argent à quelqu'un d'autre sur Bitcoin, on n'est pas obligé de dire je mets un tip pour le mineur. Par contre, le mineur, il choisit quelle transaction il inclut. Et il n'y a pas autant de transactions qu'on veut. Chaque bloc fait 1 méga, enfin 1 méga à la base. Maintenant, ils ont réussi à trouver un moyen de tweaker le truc pour mettre un peu plus de données. Mais bon, dans l'idée, c'est 1 méga de données. Quand tu dépasses 1 méga de données, tu peux plus. Et donc, le mineur, il va choisir que les transactions qui lui donnent de l'argent. Et donc, si on met pas de frais de transaction, les transactions, elles passent plus. Donc, quand on envoie une transaction, on peut décider l'argent qu'on laisse au mineur. Et ça, évidemment, ça change si d'un coup, tout le monde a envie de faire des transactions et est très pressé parce que le prix du Bitcoin s'écrase et il faut les vendre le plus vite possible. Là, du coup, les frais de transaction ils vont être très chers parce que on va être sûr que ce soit notre transaction qui soit incluse dans le bloc, etc. Bon. Voilà. Mais c'est comme ça que les mineurs gagneront de l'argent quand il n'y aura plus de Bitcoin minés. Voilà, ça c'est juste un petit résumé de tout ce que j'ai dit, on s'en fiche. Et là, il y a juste quelques sources, notamment vers le livre qui est Open Source Mastering Bitcoin, que j'ai en anglais aussi ici. Voilà, c'est un super bouquin qui décrit vraiment en détail le fonctionnement de Bitcoin. Si vous voulez programmer sur Bitcoin, ce bouquin, c'est pas mal. Et vu qu'il est open source, il est sur GitHub, le bouquin en anglais, il y a une traduction française. Après, il y a quelques vidéos sympas. Je trouve cette vidéo super bien faite. Je ne veux pas mettre le son, ça tombe bien, je ne l'ai pas. Et notamment, ce que je vous disais avant, la même personne, Free Blue One Brown, décrit la difficulté de trouver un nombre de 256 octets, 256 bits au hasard. C'est une très chouette chaîne YouTube sur les maths en général, mais il a plusieurs vidéos sur Bitcoin qui sont très bien. Ok, je vais m'arrêter là et merci de m'avoir écouté. Et on peut... Si vous avez des questions, c'est le moment. À moi ou Kevin ou... Oui. Moi, j'avais une question, c'était pour savoir, est-ce que du coup, il y a la fonction inverse, entre guillemets, qui permet de traduire le hash vers quelque chose de compréhensible pour nous? Parce que du coup, comment est-ce que on sait ce que ça veut dire, en fait, ce hash? Ce qu'il y a dedans, en fait? On ne sait pas ce que ça veut dire, il faut surtout pas qu'on sache. Si on savait... on peut pas, vu que tu peux mettre 1 giga de données dans ta fonction qui va calculer un hash de 64 octets, de toute façon, par les lois de la physique, tu ne vas pas retrouver le giga de données dans les 64 octets. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'autre manière de générer ce même hash. Et ça veut dire que si toi, tu mets ce hash quelque part, donc par exemple là, une des utilisations de la blockchain et de Bitcoin en particulier, c'est tu vas stocker juste un hash comme ça, et 10 ans plus tard, si tu as un problème légal, par exemple, tu vas dire « Ah, mais dans la blockchain, il y a 10 ans, j'avais hashé ce document, et j'avais mis le hash dans la blockchain Bitcoin. » Tu n'as pas eu besoin de dire que tu avais mis cette information dans la blockchain, jamais. Par contre, 10 ans après, s'il y a un mec qui te vole ta propriété intellectuelle, par exemple, toi, tu peux lui dire j'ai une preuve qu'il y a 10 ans, j'avais accès à ce document exact. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de générer un document qui va produire le même hash. Donc, si tu dis que ce hash-là, je sais que je peux le retrouver, c'est ce document-là, je vous montre le document, vous faites tourner la fonction de hash, ça va donner tel nombre. Ce nombre-là, vous pouvez le retrouver dans la blockchain il y a 10 ans. D'accord, ok, donc il n'y a qu'un seul sens en fait. C'est pas, voilà, en fait, c'est vraiment un seul sens. Mais ça permet d'identifier dans un sens, mais clairement pas de retrouver. Mais donc ça veut dire que par exemple, pour retrouver pour connaître la valeur qu'il y a dans un bloc, il faut qu'on teste toutes les valeurs possibles et qu'ensuite on voit quel hash correspond, c'est ça?
Alors, par contre, c'est assez facile, une fois que tu as le bloc, c'est assez facile de calculer son hash. Ce Mais- qui est difficile, c'est de trouver un hash qui a une caractéristique particulière, à savoir qu'il commence par plein de zéros. Là. Mais donc ça veut dire concrètement, comment est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans un bloc en fait? Alors, le bloc, il n'est pas entièrement enfin, il n'est pas entièrement. Je veux dire, il n'y a que le header du bloc qui est haché. Et haché, ça veut juste dire qu'on hache le header et ça donne un nombre, mais sinon, il est ouvert. Enfin, Ah, tu vois, dans la. En fait, c'est pas crypté. Hein. Tu peux voir ce qu'il y a dans les blocs. C'est ça. Ça permet d'identifier le bloc. Par contre, le bloc, le contenu du bloc, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a que des adresses Bitcoin, etc. Mais sinon, les transactions, là, le bloc, il doit dater, il est à 19h17, c'est-à-dire il y a 1 minute. Donc ça, c'est le dernier bloc. On peut déjà voir ce qu'il y a dedans. On peut savoir que telle adresse a envoyé à telle... Ok, d'accord. C'est pas crypté. Ok. Ouais, donc le bloc en lui-même n'est pas crypté, c'est juste Non, le bloc header. n'est pas crypté. Et le header, il est fait en fonction de ce qu'il y a dans le bloc en fait, c'est ça? Ouais. Et le header est là. Justement, il doit ne pas être crypté parce que les personnes doivent calculer le hash du header. Donc, il faut que tout le monde ait accès au contenu du header. Ok. Mais le hash, tu vas calculer le hash du header et tu vas vérifier qu'il correspond bien. Ah d'accord, ok. Merci. J'avais une question par rapport aux problématiques de la double dépense. Ouais. Ce que j'ai compris, c'est que la communauté avait intérêt à qu'il y ait finalement si on dépense 2 fois le même argent, il y a la communauté qui a intérêt à résoudre le problème en choisissant, en disant du coup, on a dit qu'on dépensait à A et à B, et finalement la communauté va trancher en disant c'est soit A, soit B. En fait, c'est pas la communauté qui tranche, il y a un mineur qui a A et un mineur qui a B. Le premier mineur parmi ces deux-là qui trouve, bon, s'il n'y a que ces deux alternatives, évidemment, on pourrait imaginer qu'il y en a plusieurs. Peu importe. Il y a un mineur qui va trouver le premier un bloc qui va inclure soit A, soit B. Et ensuite, les autres mineurs vont avoir une très forte incitation à travailler sur ce bloc-là. Donc, si le premier bloc qui est validé, c'est un bloc qui a la transaction A priori, c'est A qui aura l'argent à la fin. Mais la manière de faire pour les vendeurs Bitcoin, si tu vends juste des cafés, en général, tu acceptes. Tu vois, par exemple, au Soft Bar, c'est un bar à Paris, tu peux payer ta bière en Bitcoin. Il ne va pas attendre qu'il y ait plein de transactions. Il voit, tu as ton téléphone, tu lui envoies le truc, il voit que l'argent arrive, il te file ta bière, il s'en fiche. Parce qu'il voit que tu n'es pas en train de l'envoyer en même temps à quelqu'un d'autre. Et au pire des cas, tu l'aurais envoyé à quelqu'un d'autre et puis il aurait perdu sa bière, c'est pas grave. Par contre, quand il y a des transactions qui impliquent beaucoup de Bitcoin, la pratique, et ce qui est proposé en général, c'est de dire attendre 5-6 transactions, donc 5-6 confirmations, pardon, c'est-à-dire 5-6 blocs construits avec cette transaction incluse. Parce que là, si tu veux revenir derrière, il faut miner 6 blocs avant. Mine juste 2 blocs avant, il y a déjà la transaction. Il faut revenir 6 blocs avant. Personne ne va miner 6 blocs avant, parce que les blocs, ils s'enchaînent, ils arrivent. Donc, après 5-6 transactions, 5-6 confirmations, pardon, tu es presque sûr et certain que ta transaction, elle sera dans la blockchain pour toujours. C'est comme ça qu'on résout. On dit il faut attendre un certain nombre de confirmations, donc de blocs qui se rajoutent dessus. Et selon le montant, selon l'importance de la transaction, oui, tu vas être plus ou moins sécuritaire sur la question. Petite question, pardon, je te le passe juste après. Comme le nombre de bitcoins sont limités dans le code, il faudra continuer à miner quand on sera arrivé au maximum. Et du coup, c'est les frais de transaction qui paieront les mineurs. C'est la théorie. Coup, ça va être énorme. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre théorie que ça, dans Bitcoin en tout cas. La théorie, c'est que effectivement. Mais bon, la théorie, ce serait que la plupart des transactions ne se passeraient pas sur le réseau Bitcoin, mais en dehors. Et parce qu'il y a des manières cryptographiques de ne pas vraiment envoyer les bitcoins, de juste envoyer des preuves que tu peux envoyer les bitcoins à l'autre si jamais. Il y a des choses un peu. Il y a plein de solutions qui ont été proposées, mais effectivement, l'idée, c'est quand ils ne peuvent plus miner, c'est entièrement les frais de transaction qui donnent l'incitation à miner. Okay. Mais ça arrive dans 100 ans qu'il n'y ait vraiment plus de bitcoin qui soit généré, donc il y a un peu le temps. Est-ce que c'est compliqué du coup de générer 2 transactions en même temps, puisque si c'est pas non, c'est trivial. C'est trivial parce que dans ce cas, dans ce fameux bar, on pourrait très bien y aller avec mon pote et générer 2 transactions à chaque fois. Et au final, statistiquement, on perd avec la moitié de la note au final.
Ah non, mais par contre, si chacun de vous paye la... alors, Si en qu'il même faut, c'est temps que t'arrives j'envoie à- au bar et il faut- j'envoie à mon pote. il faut que tu arrives à aller à 2 bars en même temps qui acceptent chacun Bitcoin. Donc il faudrait qu'ils soient accolés l'un à l'autre. Non, et si j'envoie à mon pote et qu'en même temps j'envoie au bar Ah, à ton et pote. que mon pote est Oui. complice. Effectivement, tu paye peux que la essayer moitié de la d'arnaquer. T'as une chance sur 2 de ne pas payer ta bière. Mais t'as intérêt à la boire vite, ta bière, parce que le mec, au bout de 10 minutes, il va dire attends, ton paiement, il est plus passé là, tu vas me le refaire. Tu vas être bien gentil. Ça passe. Du sec. Bon. Mais effectivement, tu peux facilement faire ce genre de choses. Parce que tu sais programmer. Il n'y a pas de logiciel qui te permet de faire des doubles transactions que je sache. La target, c'est juste un nombre aléatoire ou il y a un calcul pour la faire? Il y a un calcul qui est pas très compliqué. C'est en gros, on regarde sur les 2016 blocs les plus récents. On calcule le temps, vu qu'on a le timestamp, on sait combien de temps on a mis sur les 2016 derniers blocs. On se dit, est-ce que c'est plus ou moins que 2 semaines? Enfin, 2 semaines, c'est... En vrai, c'est 2016 blocs, du coup, c'est 20 160 minutes. Si on a mis plus que 20 160 minutes pour créer les 2016 derniers blocs, alors on va diminuer la difficulté, donc augmenter la target. On va s'embrouiller avec ces trucs-là, mais en gros, si on n'a pas réussi à miner assez de blocs en 2 semaines, on va dire il n'y a plus assez de mineurs, il faut que ce soit un peu moins difficile. Et si les mineurs on les ont torchés en 1 semaine, on va dire oh là là, on va se calmer. Donc c'est recalculé pour que la puissance de calcul actuelle génère en moyenne 2016 blocs dans les 2 prochaines semaines. Quoi. C'est qui C'est le protocole, le logiciel lui-même. Vu qu'on sait à quel bloc on est, on a la hauteur des blocs à chaque fois, on sait si on doit recalculer la target ou pas. Si on commence à ne plus calculer, à vrai dire, la target, elle est aussi dans le header, je ne l'ai pas dit. Je ne sais plus si c'est la target ou la difficulté, c'est 2 nombres qui sont inverses l'un de l'autre, mais bon, peu importe. Mais la target, elle est dans le header du bloc. Donc on est obligé de la respecter, on ne peut pas prétendre qu'on ne connaît pas la target. Si tu commences à valider des blocs qui ont que 1-0 dans le hash au début, là, il n'y a personne d'autre qui va l'accepter, ton bloc. Du coup, tu vas être tout seul, et si tu es tout seul sur ton réseau, ça ne sert à rien et tu fais tout pour rien. Donc tu respectes les règles parce que ça se voit tout de suite si tu ne les respectes pas, de toute façon. Deuxième question juste, pardon. Oui. Les informations qui ne sont pas encore cryptées dans des blocs, elles sont stockées où et comment on vérifie leur intégrité? Alors, chaque mineur va collecter toutes les transactions et chaque mineur doit garder l'intégralité des transactions qui ont existé avant. Et chaque mineur a dans sa mémoire vive l'ensemble des transactions dépensables. Donc il faut beaucoup de mémoire vive. Je crois, non, je suis pas sûr que je te parle de Bitcoin là, à vrai dire. Mais a priori, tu dois avoir accès rapidement à est-ce que vraiment cet argent il est dans ma base de transactions? Parce qu'on sait toutes les adresses qui ont de l'argent dépensable. Si une adresse a dépensé 100% de son argent, c'est plus la peine de la retenir en mémoire vive. Par contre, s'il y a une adresse qui a reçu de l'argent et qu'elle ne l'a pas encore dépensé, tu vas le garder en mémoire et tu vas dire est-ce que cette nouvelle transaction a effectivement bien... est-ce que je la trouve dans l'ensemble des adresses que j'ai gardées en mémoire Donc à chaque fois, tu check si l'origine de la transaction a effectivement ces bitcoins. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une transaction valide, donc tu ne l'inclus pas. Ça répond à ta question? Ouais, merci. C'est sûr. Du coup, on parlait de on, il a dit c'est qui on, mais alors, vous avez dit il y a des bugs parfois, au début en tout cas il y avait des bugs. Oui. Qui les gère, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une immense communauté de développeurs, immense, pas non plus immense, mais c'est un logiciel open source. Tu peux y aller, tu peux faire des pull requests si ça t'amuse. Il y a quand même pas mal de boulot. Donc il y a une communauté de développeurs qui effectivement ont ils n'ont pas de droit sur la blockchain, dans le sens où si les développeurs font des choses qui ne plaisent pas aux mineurs, c'est les mineurs qui ont le dernier mot, parce qu'ils disent non, moi je continue à miner des blocs sur les anciennes règles. C'est les mineurs qui ont le dernier mot à ce niveau-là. Par contre, s'il y a un changement qui vraiment arrange tout le monde, y compris les mineurs vont dire ok, je veux bien miner des blocs sur ta nouvelle blockchain. Donc quand il y a des changements majeurs, des fois il se passe des trucs, des forks qui restent sur le long terme. Donc il y a plein de forks de Bitcoin qui existent. C'est pas la peine de donner leur nom parce que voilà. Non, en plus, je sais pas. Mais en gros, quand il y a des désaccords sur la programmation, notamment il y a un des forks, le fork majeur de Bitcoin, c'était sur la taille du bloc. Ils ont dit bah non, il faut augmenter la taille des blocs pour qu'on puisse inclure plus de transactions, pour que ce soit moins cher.
Et il y a eu un gros désaccord dans la communauté. Et d'un coup, il y a eu 2 blockchains qui sont plus compatibles l'une avec l'autre. Et du coup, si tu avais un Bitcoin sur la première blockchain après le fork, tu as un Bitcoin sur la première blockchain et un Bitcoin sur la deuxième. Et tu dois choisir à quel réseau tu adhères, entre guillemets. Enfin, tu adhères aux deux en vrai, tu as un Bitcoin sur chacune. Donc il y a des situations effectivement où les blockchains fork définitivement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions Donc maintenant il y a Bitcoin Diamond, Bitcoin Gold, Bitcoin truc. Non, j'avais dit que je ne donnerais pas les noms. J'ai donné des noms. Il y a plein de désaccords. Mais après, la plupart des gens ont quand même envie qu'il y ait un seul réseau, si possible. Et donc, en général, il y a des solutions à l'amiable. Mais voilà. Globalement, il y a quand même une histoire de 12 ans maintenant, 11 ans de Bitcoin qui marche et il n'y a pas eu de soucis réels. Enfin, il y a eu plein de moments très limites, parce qu'il y avait effectivement des bugs qui ont été corrigés. il y avait pas mal de bugs dans l'implémentation originale, parce que c'était un seul développeur qui l'a faite, qui n'a pas été trop review au début. Et donc, il y a certains de ces bugs qui restent encore dans l'implémentation de Bitcoin et ils font partie des murs maintenant. Après, je suis pas expert, j'ai pas participé, j'ai pas vraiment lu le code ou quoi, mais bon, en tout cas, le code est accessible et les développeurs en parlent ouvertement sur GitHub, des choses à modifier, quoi. Alors, j'ai une autre question, merci. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, parce que quand on demande une transaction, enfin, on propose une transaction, enfin, je sais pas comment on me dit ça. Tu signes une transaction. Signes une transaction. Donc, c'est-à-dire que tu as de l'argent, Ouais. tu sais que tu peux l'envoyer, tu vas demander à ton logiciel, parce qu'on passe toujours par un logiciel en général. Si tu es développeur, tu peux toi-même générer le bloc de texte qui va compter comme une transaction. Mais bon, la plupart des gens ont juste envie d'utiliser leur logiciel qui le fait pour eux. Et donc, ça va envoyer cette transaction à un des membres du réseau. Choisi aléatoirement? Pas aléatoirement, mais Non. quand tu te connais. Enfin, je sais pas, à vrai dire, chaque wallet. Un wallet, c'est ton portefeuille, donc ton logiciel ils connaissent un certain nombre d'adresses de membres du réseau. Et quand il y a des nouveaux membres qui apparaissent, ils peuvent se les partager. Enfin, les utilisateurs se prennent pas trop la tête à essayer de comprendre ce qui se passe dans les rouages. Donc tu vas utiliser ton logiciel et tu lui dis je vais envoyer tant d'argent à telle personne, et puis ton logiciel il dit oui, ok. Ce que ton logiciel va faire, c'est qu'il va signer ta transaction. D'ailleurs, à chaque fois que tu lances une transaction, normalement il te demande un mot de passe. Ton mot de passe, c'est pas ta clé privée, mais il va décrypter ta clé privée avec ton mot de passe. Et après, il va utiliser la clé privée pour signer la transaction. Il va envoyer la transaction à un nœud. Le nœud va voir que la transaction est valide et il va l'inclure dans un bloc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, le minage apparaît où? Donc c'est en attente. Ta transaction, elle n'est pas tout de suite validée. Tant qu'elle n'est pas incluse dans un bloc, elle ne fait pas partie de l'histoire des transactions. Enfin, elle ne fait pas partie de l'état de la blockchain. Et donc, ça va juste être en attente sur les ordinateurs des mineurs, en attendant qu'un des ordinateurs trouve un bloc et l'inclue dedans. Mais il doit y avoir plein de transactions en 10 minutes. Donc, pour avoir que la transaction aboutisse... Il y a plein de transactions qui sont bloquées dans les limbes parce qu'ils n'ont pas de frais de transaction et il n'y a plus de place. Oui. Il y a plein de transactions qui aboutissent jamais, effectivement. Mais parce qu'à chaque transaction, il faut donner des frais de transaction. Mais à chaque transaction, il faut donner quoi, pardon? Il faut donner aussi des frais de transaction. Oui. Mais du coup, comment on paye si on paye sa bière, par exemple? Enfin, je veux dire, ça va monter super vite. Oui. sans quoi on attend des Pendant années. longtemps, les frais de transaction étaient ridicules. Et puis, effectivement, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a encore des gens qui payent leur bière en Bitcoin. D'accord. Je ne suis pas sûr. Mais bon, il y a des moments où c'est assez calme et où on peut inclure la plupart des transactions. Après, il y a des solutions qui sont proposées. Moi, je pense pas que Bitcoin, personnellement, je pense pas que Bitcoin soit là pour rester très, 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 très longtemps. C'est la première implémentation de la blockchain. Il y a plein d'autres technologies. Après, c'est un des trucs les plus... Il y a des gens qui... Ouais, bon, il y a une communauté... Bon, il y a plein de blockchains différentes. Il y en a plein qui ont trouvé des solutions à ce problème mais au bout d'un moment, il y a assez de transactions possibles. Effectivement, Bitcoin, c'est limité à 7 transactions par seconde. Donc, s'il y a plus que 7 transactions par seconde, il y a des gens qui ne pourront pas faire leurs transactions, les frais de transaction vont augmenter, etc. C'est pas terrible pour payer sa bière. C'est un exemple parce qu'à Paris, c'était le cas que pendant longtemps, tu pouvais aller payer tes bières. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui.
Mais effectivement, faut payer les frais de transaction à chaque fois. Et c'était de l'ordre de 1 ou 2 euros pendant. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne peux pas te dire là. Oui, c'est juste. Alors, en fait, je réfléchis parce qu'il y a plein de choses. Sur les frais de transaction, en ce moment, en 2017, il y a eu un pic effectivement où c'était assez compliqué de faire des transactions pas très chères, mais il faut reconnaître que là, en ce moment, moi, depuis 1 an et demi, je fais des transactions. Je paye quoi, 200 pour des transactions SAT, je paye 200 Satoshi, un peu plus à chaque fois, donc je mets le minimum qui est possible de faire. Donc ça va, c'est pas trop mal. Après. Le minimum en vrai c'est 0, hein, mais c'est ton logiciel qui va pas te laisser l'option parce que. Mais alors, il y a le consensus et la policy. Oui, ok. Ouais, Donc, oui, en non, termes mais de consensus, le minimum c'est 0. En termes de policy, effectivement, c'est pas 0. Bon. Ça, les mineurs refusent, enfin ils mettent un seuil en général, c'est logique vu qu'il y a plus de transactions que de place dans les blocs. Oui, bon, tout à fait. Mais en théorie, c'est quand même possible de faire des transactions qui n'ont pas de frais de transaction. Mais en fait, je voulais dire aussi, juste pour ajouter quelque chose par rapport à la question qui a été posée sur les développeurs, je trouve que c'est un point qui est très intéressant et que, on a l'image un peu de Bitcoin qui est assez, statique. On a l'impression que c'est gravé dans le marbre, alors que ça bouge et c'est un problème. Effectivement, c'est comment on fait évoluer, comment on décide des évolutions. Donc, tu as parlé tout à l'heure de la guerre des blocs de 2017. Et qui était un vrai problème parce qu'effectivement on était bloqué avec 2 possibilités d'évolution et aujourd'hui on a quand même des grosses évolutions, donc c'est normal qu'on n'en parle pas parce que c'est un peu pointu, mais Bitcoin bouge et c'est vrai que c'est un problème aussi, c'est comment on oriente ce développement aujourd'hui. Et je pense que quand tu disais c'est les mineurs qui décident, un des enseignements de 2017 c'est que justement les mineurs décident pas, ils ont leur mot à dire, mais ils ont quand même perdu. Les mineurs, ils étaient pour les gros blocs en 2017, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, Voilà. bon, c'est une guerre. Oui, il y a plein d'acteurs. Il y a les développeurs, il y a les mineurs, il y a les utilisateurs. Le pouvoir est quand même dans les mains des mineurs en majorité. Mais après, bon, effectivement. Bah non, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Disons, oui, mais bon, c'est quand même, s'ils veulent pas miner telle chaîne, ils minent pas telle chaîne. Et après, la chaîne, bon, peu importe. Mais tu as raison de le souligner. C'est fini, Kevin. Je dois te laisser la parole. Oui. Moi, c'était juste une petite question. Pourquoi tu as dit qu'il restait 100 ans? Alors, parce que, en fait, initialement, en 2009, quand le logiciel a été lancé, la récompense, c'est de 50 bitcoins par bloc. Et tous les 4 ans, il y a ce qui s'appelle le halving, enfin le coupage en deux de la récompense. Donc en 2012 et en 2016, il y a eu un coupage en deux. Et en 2020, il y aura un coupage en deux. Alors, c'est pas 4 ans, c'est 200 000 blocs. Enfin, 200 000 et quelques blocs. À peu près 4 ans. Et c'est une décroissance. À chaque fois, on divise par 2. Donc là, on est à 12,5. Parce que ça commence à 50. On est passé à 25 en 2012. À 12,5 en 2016. Là, on va passer à 6,25. Donc les bitcoins valent. Enfin, on ne sait pas s'ils vont valoir plus cher ou pas. Il y a 4 ans, le prix a explosé. Bon, c'est compliqué à dire. Mais en tout cas, les mineurs vont avoir moins de récompenses. S'ils ont moins de récompenses, s'ils ne sont pas très rentables et que le prix du bitcoin ne marche pas, ils ferment boutique. Donc il y a moins de mineurs. Mais vu qu'on divise par 2 à chaque fois, là on va aller à 3, puis à 1,5, puis et ça a été déterminé, le logiciel au bout d'un moment il dit ok, maintenant ça vaut plus rien, et c'est dans pas mal de fois 4 ans. Mais effectivement, bientôt la récompense ce sera plus que... Non, bientôt, en 2020 ce sera 6 bitcoins, pardon, et en 2024 ce sera 3 bitcoins, et en 2028 ce sera 1 bitcoin et demi, etc. Après, s'il y a des milliards de gens qui utilisent Bitcoin, effectivement, ce qui est très peu probable vu les limites du nombre de transactions, mais bon, il y a pas mal de gens qui essayent de trouver des solutions à ça. Après, il y a aussi plein d'autres blockchains qui changent les paramètres ou alors qui ont des mécanismes complètement différents. Là, on a vu que mécanisme de proof of work. Il y a plein d'autres manières de faire les choses qui sont toujours des blockchains, qui sont toujours hyper intéressantes, mais bon, il faut déjà commencer par les bases de la chose. Après, sur la blockchain, il y a plein d'autres choses possibles. Mais oui, donc ça décroît divisé par 2 tous les 4 ans, et au bout de 100 ans, il n'y a plus rien, à peu près. J'ai plus les dates exactes. Mais là, il y aura une remise.
Une remise, c'est-à-dire Je veux dire, un renouvellement. Bah, si dans 100 ans, il n'y a plus personne qui utilise Bitcoin, de toute façon, c'est un truc qui est complètement oublié et il ne se passera rien. Si maintenant, les gens veulent changer des paramètres, il faut créer une nouvelle blockchain ou créer un fork. Tout est possible, il y a plein de choses. C'est pas un vrai problème dans le sens où... c'est pas... Pour l'instant, c'est Bitcoin qui domine, mais c'est pas dit que dans le futur, ce sera Bitcoin qui dominera les crypto-monnaies. En tout cas, la technologie de crypto-monnaie, elle existe aujourd'hui. Elle n'est pas prête de partir, d'après moi. Ça, c'est clair. Après, on verra ce que ça devient. Pour l'instant, effectivement, c'est potentiellement un souci. Enfin, il y a plein de soucis dans Bitcoin. Vu que c'était la première crypto-monnaie, il y a plein de choses qui ne sont pas parfaites, on va dire. Et voilà. Donc, il y a des soucis qui peuvent sembler irrésolvables. Et effectivement, si Bitcoin voulait vivre 10 000 ans, je crois que c'est mal barré. Mais bon. Mais comme disait notre ami, Bitcoin bouge beaucoup, donc le code va bouger. Donc on peut faire pas mal d'agrémentation au fonctionnement. L'idée, c'est que dans notre vivant, le but, c'est pas de collecter des Bitcoins pour les léguer à nos arrière petits-enfants. C'est là maintenant, est-ce que c'est un moyen d'envoyer de l'argent à quelqu'un sans que personne ait son mot à dire? Si j'ai envie de donner de l'argent à Edward Snowden maintenant, je sais, je le cite tout le temps, normal, c'est un héros. Et si on a envie de donner de l'argent à Edward Snowden aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que de lui envoyer des bitcoins. Donc Bitcoin permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement. Ça permet aussi d'acheter des drogues sur Internet, ok, certes. C'est aussi une des choses qui est permise par Bitcoin qui ne peut pas être faite autrement. Bon, mais si on peut déjà remercier Timothée, hein, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était vraiment une introduction. On a là une technologie qui est relativement récente et qui bouge beaucoup, comme on l'a vu, qui est une promesse de beaucoup de restructuration de notre façon d'envoyer de la valeur. Il y a encore des territoires ici ou dans le monde où c'est très difficile d'avoir accès à de l'argent. Il y a encore des territoires où, lorsqu'il y a une élection qui est organisée, c'est très difficile que la personne qui soit élue accède au pouvoir. Il y a encore des territoires dans le monde où les artistes ne peuvent pas vivre de leur art, n'ont pas de propriété intellectuelle ou n'ont pas de droit d'auteur. Il y a encore des pays où c'est difficile de prouver, des espaces en tout cas sur la planète, où c'est difficile de prouver la qualité de ce que l'on mange, où c'est difficile tout simplement de pouvoir échanger de la valeur sans devoir déléguer notre pouvoir à telle ou telle institution qui va décider à notre place si on a le droit ou non de vivre, d'exister dignement. Il y a plein de questions qui se posent autour de la blockchain. Tout n'est pas parfait. Ça bouge beaucoup, mais on a la conviction qu'il y a donc un processus à accompagner dans la façon dont l'humanité valorise les ressources qu'on a en commun et comment est-ce qu'on les partage. Et c'est pour ça, en tout cas, qu'on s'est donné le parti au sein de 42 de mettre en place cette association-là. S'il y a des personnes, des compétences, des appétences qui émergent, vous êtes les bienvenus au sein de 42 Blockchain. Vous pouvez vous rapprocher de chacun de nous pour savoir, on a un Slack pour nous retrouver. La semaine prochaine, donc vendredi prochain, on va essayer de continuer sur cette lancée. Je vous remercie sincèrement d'être venu, d'être resté si longtemps, affronter cette complexité. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc vendredi prochain, on va essayer de continuer et voir un autre type de blockchain, donc Ethereum précisément, pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir construire des applications dites décentralisées, donc des applications qui vont fonctionner non pas sur une base de données centrale, mais sur une blockchain et qui vont permettre d'automatiser à travers ce qu'on appelle les smart contracts, les transactions, vont permettre de faire des droits d'assurance, vont permettre tout un tas de choses qui n'attendent que notre imagination, notre créativité pour pouvoir essayer de révolutionner ces usages-là. Donc, vous êtes invités encore la semaine prochaine, vendredi prochain, je pense, en tout cas c'est sur l'Intra, pour continuer cette dynamique-là. Et au sein de 42, on verra comment est-ce qu'on va essayer de se retrouver pour faire des ateliers, des laboratoires, essayer de faire tout un tas de trucs autour de la blockchain. Je vous remercie et n'hésitez pas, on est là. Et bonne soirée.